périple de 3 ans, tu as rêvé d'une vie à vélo dans la plaine. Mais lié à un aventurier, tu as été amené à escalader à vélo et pousser ton vélo en descente quand la pente était raide. Tu écris de nouveau, c'est un parcours qui n'a rien d'un long fleuve tranquille. Quitter le confort d'une vie tranquille, et pourtant, vous avez amené vos 2 enfants et vous leur avez offert une vie d'enfant. Une vie d'enfant, c'est-à-dire que chaque fois que vous posiez le pied à terre, votre sujet c'était les enfants, leur confort et leur droit de jouer. Alors ce livre, si vous voulez, moi je l'avais lu donc, il y a quelques mois quand Marilyn était passée au volcan, je l'ai relis, et c'est un livre qui se lit et qui se relit tant dans son entièreté que par chapitre. Et pourquoi? Parce que ce livre, il traite de la géographie, de la géologie, de la sociologie, sur tous les sites parcourus, donc, où nos voyageurs ont rencontré des révoltes, des écologistes, des migrants, des populations surarmées, où finalement les pires ennemis, ce n'est pas le grizzly, mais ce sont les voitures et les chiens. Elles ont rencontré des populations démunies, elles ont vu le narcotrafic, le trafic de marchandises, et en parallèle, c'est la beauté du livre, des paysages somptueux qui sont un petit peu relatés dans le livre avec les photos. Alors par contre, dans ton livre, tu écris aussi, que je ne sais plus dans quel pays c'est, il y a une route qui s'appelle « Route du changement climatique » pour les touristes. Sauf que donc Daniel et Marilyn, eux, ils n'ont pas fait la route du changement climatique, ils ont fait la route tout à fait normale, et par contre, ils ont pu constater les dégâts du changement climatique. Donc les enfants sont heureux du moment qu'ils sont nourris, du moment qu'ils dorment, du moment qu'ils sont aimés. Et ils ont même, cette petite famille de 4 personnes, ont même invité les grands-parents français, allemands, pour passer quelques semaines avec eux. Et donc, tout le monde a pu profiter donc, de quelques moments en famille. Alors, tu conclus, puisque tu m'as envoyé un mail, et donc ça m'a rappelé que tu avais conclu sur la place de la femme. Donc, Marilyn aura l'occasion de vous en parler, parce qu'elle l'écrit en tant que femme vélocycliste, et donc comme mère, comme femme aussi. Et puis, tu conclus aussi sur toutes ces mères qui ne s'assoient jamais, toutes ces femmes-enfants, ces enfants-mères, puisque bon, il y a beaucoup de petites filles qui sont mères avant d'avoir même fini leur adolescence. Et tu conclus aussi sur un moment, dans ta conclusion, tu dis, eh bien en fait, j'ai plus souvent vu des hommes qui s'asseyaient, et je n'ai jamais vu des femmes qui s'asseyaient à un moment ou à un autre. Voilà. Donc je vous présente Marilyn, et maintenant c'est elle qui prend la suite. Voilà. Bonsoir, merci d'être venue. Oui, effectivement, ouais, c'était un voyage à vélo où on a appris tout plein de choses, et je reviendrai sur toutes ces questions. Mais avant ça, je voulais juste rappeler, voilà, on a mis la carte derrière, donc on est parti d'Alaska en mai 2017 à la fonte des neiges, et on a été stoppé par le Covid après 21 741 km au Chili, en Patagonie, et donc le voyage a duré 3 ans. On a emmené nos enfants donc, qui étaient âgés de 1 an et 3 ans au départ, et 4 ans et 6 ans du coup à l'arrivée. Et on va montrer un petit film qui montre les images qu'on a pu prendre quand on avait de la batterie, quand on avait du temps, quand on était disponible, et qui retrace de manière chronologique notre parcours. Voilà, si vous voulez vous repérer, savoir un petit peu où on est. Et après, on reprend la discussion.
du coup, vous avez vu des images, mais comme toutes les images, ça reflète qu'une certaine partie de la réalité. Là, c'est des paysages magnifiques, c'est dans les moments du coup où on pouvait filmer. Du coup, c'est vrai que c'est souvent mon compagnon qui filme, parce que moi, souvent, je suis en train de pousser mon vélo, j'ai pas de temps extra pour filmer. Enfin, on est vraiment dans le vivre, dans l'action en fait. On se pose pas de questions. Il s'agit de rouler, de se déplacer, de trouver un endroit pour manger, pour dormir. Et il manque aussi toujours les gens, en fait, les personnes. Parce qu'il y avait mille et une raisons pour notre voyage. Et l'une des raisons aussi, c'était de partir à la rencontre des populations. Donc avec mon mari, on était engagés volontaires au Guatemala avec les populations indigènes. Dans la lutte pour la justice face à la dictature, et du coup on parle espagnol, on connaît bien le Guatemala, l'Amérique centrale, on a beaucoup travaillé sur les questions de violence dans nos ONG, et du coup on a décidé de partir à vélo parce qu'on avait des enfants en bas âge, parce qu'on voulait quitter un certain système, un certain mode de vie qui nous convenait pas, et on s'est dit voilà, on manifeste, on écrit, on est engagé, et en fait il se passe rien, donc on va essayer de mettre en pratique nous-mêmes en fait les leçons qu'on essaye de donner aux autres. Et puis on a beaucoup aimé le monde maya, leur cosmovision, leur manière de voir la temporalité, de s'inscrire aussi en tant qu'humain dans un système en fait qui est beaucoup plus englobant en fait, qui pense aux générations qui sont passées et aux générations qui sont à venir. Mais aussi à l'homme avec ses rivières, ses forêts. Enfin, voilà, on trouve ça intéressant de s'inspirer, en fait, d'écouter tous ceux à qui on ne donne pas forcément la parole, voilà, de partir à la rencontre des paysans, et c'est des langues qu'on parle, l'anglais, l'espagnol, et du coup, avec un amour pour la nature, bien sûr. Nous, on adore camper, et le seul moyen de partir en nature avec des enfants, en bas âge, c'est le vélo en fait. Le vélo c'est le moyen, parce que si on veut porter la tente, à manger, à boire, plus les enfants, c'est pas possible en fait en randonnée, donc du coup le vélo s'est imposé, et l'Alaska parce qu'on rêvait des grands espaces en fait, de nature, de verdure, et c'est vrai que c'était magnifique. Donc on est parti voilà, d'Alaska, on a traversé tout le continent américain, ça fait 21 000 km, du coup ça fait la moitié de la circonférence de la Terre. Par exemple, l'Alaska, simplement, c'est grand comme 3 fois la France. Et il y a 3 routes. Donc, c'est encore un espace vierge incroyable à découvrir. Et c'est là où il y a encore plein de grands animaux. Des ours, des orignaux, des loups, des baleines, des caribous. Et c'est un vrai paradis terrestre encore, même si c'est menacé, comme partout sur le continent, comme partout sur la planète, par les mines, le pétrole, voilà, qui signifie destruction du milieu naturel, construction de routes, et du coup destruction des paysages. Voilà, c'est un peu pour mettre dans l'ambiance. Je ne sais pas si déjà certains ont des questions, ou si je poursuis, si quelqu'un voulait sur le film. Sinon, je vais vous lire un premier extrait du livre, et là c'est quand on part, donc on a décidé au mois de janvier de partir, et au mois de mai on arrive en Alaska, on est hébergé par une famille dans leur camping-car, et là on se prépare à se jeter dans la gueule de l'ours. Dans la gueule de l'ours, pour notre premier jour de route, il pleut, le ciel gris est en accord avec la dimension tragique du moment. Quitter nos nouveaux amis et le confort d'une vie tranquille pour aller se jeter dans la gueule de l'ours. Suis-je vraiment sûre de vouloir poursuivre ? 1 million de raisons me retiennent. La peur de l'inconnu me fait douter. Et si les enfants tombent malades ? Et si un grizzly nous attaque ? Mais notre besoin de liberté et de nature est trop fort. Nous souhaitons offrir à nos enfants ce que nous avons de plus précieux. Notre temps et notre force pour partir à la découverte du monde sauvage et des cultures indigènes qui nous fascinent. Vivre une vie de nomade à vélo en transportant le strict nécessaire pour manger, dormir, se vêtir et rouler. Alléger notre empreinte sur Terre. Oui, bon, là, je ne me sens pas spécialement légère.
Aux 15 kilos de nourriture s'ajoutent 40 kilos d'équipement. Mon vélo pèse plus lourd que moi. Comment est-ce possible ? Je peine à me lancer. Je zigzague, incapable de lâcher une main pour faire un dernier signe à Marilyn et Simon. Je veux faire demi-tour, mais je ne peux pas. Je n'ose pas m'arrêter en montée, car avec toute ma charge, je ne sais pas comment redémarrer. On dirait que je débute à vélo. Daniel, lui, ne doute de rien. Il pédale devant avec les enfants. Me voilà obligée de suivre. Avec un peu de vitesse, je trouve enfin mon équilibre jusqu'à me sentir plus à l'aise. Nous attaquons la sortie de Fairbanks sur la Parks Highway en direction du parc national du Denali, à 200 km de là. Pour commencer, 2 jours de montée et une nuit d'angoisse. Voilà, ça c'est le premier jour. Et là, les photos que vous voyez derrière, c'est l'Alaska. Donc c'est tout simplement magnifique au niveau des paysages. Mais c'est tout un art de camper, de faire des bivouacs, en fait, puisqu'il y a des centaines de grizzlies, des ours bruns et des ours noirs, et qui ont un odorat très, très développé. Et donc il s'agit de choisir son emplacement, vérifier qu'il n'y ait pas d'excréments, planter la tente à un endroit, manger, se brosser les dents à un autre endroit, et puis à un autre endroit, suspendre sa nourriture dans les arbres. Il n'y a pas que la nourriture qui sent la nourriture pour l'ours, il y a aussi le dentifrice qui est à la menthe, il y a aussi le shampoing qui est à la vanille, il y a aussi les médicaments qui sont à l'orange, il y a aussi les accessoires de change de Mika, donc le petit qui a 1 an au départ. Voilà, et on ne voyage pas léger, donc comme vous voyez là c'est la petite cuisine, notre popote, donc on essaye de transporter un maximum. Là c'est pour le petit déjeuner, on a encore un sac qui pend en haut, une autre boîte de protection anti-ours, et on a à peu près 5 sacs qu'on doit suspendre, donc ça nous prend énormément de temps. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des nuits blanches en Alaska à cette saison, donc le soleil ne se couche pas, donc on n'est pas pressé par la nuit, et donc on a le temps de suspendre nos 5 sacs, déjà lancer les cordes, attraper une bonne branche et ensuite suspendre tout ce qu'on a à suspendre. Et là c'est la frontière avec le Canada, côté Yukon. Et je vais continuer un peu de lecture. Je laisse les photos passer derrière, du coup elles ne sont pas forcément coordonnées avec ce que je dis, mais au moins ça vous donne un aperçu de comment on est équipé et comment on vit. Et donc là, on va un peu plus au sud. Oui, là, c'était les sacs suspendus sur un pont. C'était très pratique. La corvée de bois. Et donc là, je vais lire un extrait. On est aux États-Unis. This is America. Nous suivons la piste de Willapa Hills, une ancienne voie de chemin de fer de 90 km qui mène à l'océan Pacifique. Nos bivouacs retrouvent un peu de nature, accueillis dans des bois jaunes, rouges, oranges, au-dessus de nos têtes, le vol des oies et des cygnes sauvages. C'est beau. Nous remballons notre tente en buvant notre café, lorsque Isaac s'arrête pour discuter et ne veut plus nous quitter. Il a fini son service de nuit et vient cueillir des champignons, dit-il. Bizarre, mais plausible. Nous échangeons sur la région, les ours noirs qui n'hibernent pas et sont toujours présents. Il nous explique que le plus à craindre, ce sont les orignaux qui sont en rut en ce moment. C'est d'ailleurs pour cela qu'il porte, et tac, il sort son revolver. Waouh, je n'avais encore jamais vu quelqu'un dégainer son flingue devant moi. Je lui dis, oulala, non, nous, on ne porte pas d'armes, et en plus, on ne sait même pas s'en servir. Alors aussi naturellement que s'il m'invitait à prendre une tasse de thé, il demande « Non, vraiment, tu veux essayer ?» Et il me tend son arme. La proposition me paraît tellement loufoque que j'éclate de rire. « Oh là là, non merci !» This is America. Beaucoup d'États-Uniens sont armés et trouvent cela normal. On peut d'ailleurs se procurer un revolver dans les supermarchés et les boutiques spécialisées dans le camping et les sports de plein air. Alors que nous passions devant un jardin d'enfants Montessori, j'avais à peine eu le temps de me dire « Ah, voilà, nous traversons une région éclairée de l'Amérique » quand pam pam pam, des dizaines de coups de feu retentissent. En face, un centre d'entraînement au tir.
Je ne m'y fais toujours pas de traverser un pays où le port d'armes est légal. Ça n'est pas rassurant. On essaie d'éviter le bivouac sur des propriétés privées qui ne seraient pas collectives, de peur de provoquer un propriétaire hargneux à la gâchette facile. Lorsque nous interrogeons Darren et Linda sur la question des armes et le risque qu'il y a de blesser ou tuer quelqu'un, intentionnellement ou non, nos amis de Seattle hochent la tête et nous confient que leur fils possède 23 armes à feu. Bien sûr, il y a des porteurs d'armes très sympathiques, comme Isaac, qui pédale comme un fou pour nous retrouver sur notre route et nous remettre un sac rempli de boîtes de poulet, de tranches de lard, de carottes et de betteraves du jardin. Les tant d'armes, cela nous laisse songeurs. Donc là, je vois que les photos sont déjà arrivées au Mexique. On reconnaît... Donc ça, c'était une de nos idées aussi. On avait des millions d'idées avant de partir. C'était de suivre la route des baleines depuis l'Alaska jusqu'au Mexique. Et donc, on était au même rythme de migration. On est parti en mai, début du printemps, et elles aussi, elles commencent leur migration en mai pour arriver 6 mois plus tard. Non, pas en août. Elles commencent la migration à la fin de l'été austral. Et elles commencent à descendre pour passer l'hiver austral au Mexique. Et donc, on les suivait, on les a toujours vues depuis la côte. C'était magnifique. Et là, donc, c'est les milliards d'étoiles du ciel du désert. Quand on a la chance de camper, très très loin de toute activité humaine. Voilà, on découvre. Et là, il fait tellement chaud, donc on a troqué la tente pour la moustiquaire. Et là, donc, c'est les enfants qui ont découvert cette mygale aux prises d'une guêpe géante. Voilà, intéressante à observer. On ne savait pas que ça existait, mais on la voyait régulièrement, cette guêpe, nous poursuivre à vélo, au même rythme que nous. Après l'avoir identifiée, ça nous a quand même un peu fait peur, parce qu'elle plante ses œufs dans la mygale, et puis l'œuf se nourrit en fait de l'araignée encore vivante pour pouvoir après grandir et prendre son envol, mais heureusement elle ne s'intéresse pas aux humains. Donc on campe partout. Là, donc pour nous c'est très sécure, on ne savait pas trop où dormir, on n'a pas trouvé d'endroit et on nous a offert ce bel emplacement dans des toilettes. J'avais prévu un autre extrait au Mexique justement. La route 180. Ah, ça y est, c'est bon. La route 180 qui longe le golfe du Mexique est ultra fréquentée et très étroite. Les 100 km qui nous séparent de Palma Sola sont les plus dangereux que nous ayons connus jusqu'ici. Et pas de club de vélo pour nous accompagner. C'est la voie empruntée par les carros rodados. Ces voitures roulées depuis le Texas. Une voiture en état de marche en tirant une autre. Un vrai business. Les chauffeurs, centra-américains ou mexicains, achètent aux États-Unis des véhicules endommagés qui ne répondent plus aux normes de sécurité et les roulent jusqu'en Amérique centrale pour les retaper et les vendre. La frontière avec le Texas est la seule qui permette ce type d'exportation, ce qui explique que cet axe, au bord du golfe, soit le passage obligé des carros rodados. Mais le plus éprouvant, ce sont les bus qui nous frôlent sans ralentir. À chaque dépassement, la force de l'appel d'air me déstabilise et me terrorise. Heureusement, Adrian, d'Enlace Bikers Mexico, un club cycliste, nous sort de ce cauchemar en nous déposant avec son camion sur un itinéraire alternatif. Nous pédalons avec les jeunes de son groupe jusqu'à Sempoala, où nous visitons les vestiges Totonacas avant de plonger dans la rivière. Le soir, Adrian nous fait visiter son magasin de vêtements pour enfants. Au 2e étage, il lâche. C'est ici que je me suis fait kidnapper. J'ai passé plusieurs jours sur le sol, attachée, jusqu'à ce que ma femme arrive à réunir la somme demandée. Lorsqu'ils m'ont relâché, les ravisseurs sont partis avec mon pick-up. Malaise. Nous ne savons pas trop comment réagir. Nous demandons. Et ensuite ? Ensuite ?
On continue comme si de rien n'était. À qui se plaindre? À la police? À la mairie? On ne sait pas qui est mêlé à l'affaire, ni qui a reçu de l'argent pour se taire. Terrible situation qui illustre ce que subissent de nombreux Mexicains. Ces enfants sont du même âge que les nôtres. Comment vivre là, sans jamais être certain que sa famille est protégée ou en sécurité? Impunité et corruption atteignent ici des sommets, ce qui explique le taux record de criminalité que connaît le pays. Pour beaucoup, la seule chance d'échapper à cet enfer se nomme exil. Voilà, donc ça c'est un peu la situation au Mexique. Mais les Mexicains sont adorables, mais c'est vrai qu'on s'est fait accompagner par des clubs de cyclistes qui en fait sont très très nombreux. Ils nous ont retrouvés sur les réseaux sociaux, ils nous ont contactés, ils ont demandé à pouvoir rouler avec nous, et ce qu'on a accepté. Parce qu'effectivement, dans chaque famille où on était accueillis, chaque famille qu'on rencontrait, chacun a une histoire à raconter, plus ou moins terrible. Et donc c'est pas tant ce qu'on lit dans les journaux, c'est ni eux qui disent oui, on a entendu que. Enfin, c'est une situation réelle qu'ils vivent et qui, oui, est assez terrible et enfin, qui va crescendo en fait. Et nous qui connaissions la région d'Amérique centrale quelques années plus tôt, en fait, ouais, le contexte évolue, mais pas dans le bon sens. Même si, donc, il y a une nouvelle présidente qui vient d'être élue au Mexique, donc une féministe engagée. On va voir si elle arrive à faire changer la donne, ce qui paraît très compliqué, mais il y a de l'espoir. Voilà, je vais peut-être lire un dernier extrait. Ouais. Les règles. Que l'on veuille des enfants ou non, que l'on puisse en avoir ou pas. Notre corps de femme se prépare chaque mois à enfanter et saigne lorsqu'il perd cette possibilité, avec des conséquences physiques et psychiques. Aux divers moments de notre cycle surviennent des douleurs et différents besoins. Du côté pratique, ce n'est pas simple à gérer en bivouac, en zone désertique, sans eau pour se laver ou en zone de grizzly. Camper sur le territoire d'ours de 500 kg à l'odorat extrêmement développé lorsque j'ai mes menstruations ne me met pas en confiance. Surtout sans expérience et avec des lectures plein la tête de récits d'attaques de grizzly attirés par le sang. Au début, pour me protéger des plantigrades, je prenais la pilule en continu, ce qui interrompait les règles. Mais cette façon de jouer avec mes hormones me déplaisait et j'ai arrêté au bout de 2 mois. J'ai testé la coupe menstruelle, elle ne produit pas de déchets, ce qui est très important quand on transporte sa poubelle sur des dizaines de kilomètres avant de trouver où la jeter. Elle empêche le sang de couler à l'extérieur, ce qui a l'avantage de ne pas tacher la culotte et permet de se sentir moins sale quand, pendant des jours, il n'y a ni douche ni rivière où se laver. En Argentine, j'ai appris qu'une adolescente était morte suite à un choc toxique. J'avais entendu dire que c'était une des conséquences possibles du port des tampons. Mais la coupe menstruelle, elle aussi, garde le sang à l'intérieur, ce qui est propice au développement de bactéries responsables d'infections. Or, pour économiser l'eau, ou ne pas avoir à sortir de la tente la nuit, je la gardais jusqu'à 12 heures d'affilée. J'ai alors pris conscience que je prenais des risques. Quand nous avons pu avoir accès à l'eau, j'ai donc pris le parti de tacher ma culotte et je suis revenue aux traditionnelles serviettes hygiéniques, sans alvéoles et sans parfum, efficaces pour les jours à gros flux, mais inconfortables pour quand il faut parcourir de longues distances à vélo. Nous avons donc fini par caler notre rythme d'étape sur mon cycle. Jour de règle valant jour de repos, si l'environnement le permettait. Voilà, c'est quelques extraits choisis. Ça parle pas de tout, puisque du coup on traverse plein de pays, et c'est vrai que nous, notamment l'Amérique centrale, en fait, on connaît bien, donc j'apporte des éléments historiques, sociologiques, tout ce que je vois, sans prétendre à rien, en fait, juste, voilà, de mon point de vue de maman, de femme, voilà, je traverse tout un continent, et voilà comment je vois les choses. Moi j'aime bien parler, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, et c'est vrai que le fait de voyager aussi exotiquement que ça, à vélo, avec des enfants,
ça ouvre la parole d'une manière incroyable en fait. De manière générale, il n'y a pas les bons humains, les mauvais humains. Chacun en soi en fait un peu des deux, quoi, une part, et puis des fois, selon les humeurs, selon les moments, l'une se révèle plus forte que l'autre. Et en fait, en passant à vélo, avec des enfants, en fait, ça a tendance à... c'est systématique. Après, je ne veux pas m'attirer le mauvais sort, mais en tout cas, nous, pendant les 3 ans qu'on a fait, on sentait vraiment qu'on faisait ressortir le bon côté de la nature humaine, en fait. L'altruisme des gens, l'envie d'aider, et puis l'envie de communiquer. C'est des questions très faciles, en fait. Rien que le fait, ah tiens, et d'où tu viens et où tu vas, c'est des questions du coup qu'on ne pose pas tous les jours, mais qui permettent un échange enrichissant, en fait, et ça permet aux autres de s'ouvrir. Et c'est ça qui est plus dur, en fait, au retour, puisqu'on perd ce côté-là, et du coup, c'est vrai que la question « Ah, d'où viens-tu » elle vient plus aussi facilement, les gens sont plus dans leur... dans leur vie, dans leur rythme, dans leur vie, on perd des occasions de se raconter, de rencontrer, et c'est vraiment ça, là, un peu la drogue du voyage, en fait. C'est vraiment... parce qu'effectivement, on a quand même suivi la route du changement climatique. On avait aussi ça en tête, en espérant ne pas faire un voyage d'adieu, montrer à nos enfants, ah ben regardez, voilà, donc l'Alaska c'était magnifique, les grizzlies, les ours noirs, les baleines, et tout ça, ça va disparaître. Le beau glacier qu'on observe dans 5 ans, c'est fini. Celui-là, d'ailleurs, il s'appelle même plus glacier, puisqu'en fait, il vit même plus au rythme des saisons. La route du changement climatique, c'est la Ruta del Cambio Climático, c'est au Pérou, donc dans la Cordillère Blanche. Donc c'est les plus hauts sommets du Pérou qui vont à plus de 6700 mètres. Et donc c'est la Cordillère Blanche, je l'ai bien nommée, c'est une réserve d'eau pour toute la vallée. Je ne sais pas si vous avez vu quand on voit mes enfants avec une petite chaire, c'est très aride, très très sec. C'est ça en fait le Pérou. Donc la perte des glaciers signifie la perte de l'alimentation en eau. Et donc ce glacier-là, le Pastoruri, celui qu'on voit aussi dans le film à plus de 5000 mètres, a perdu son nombre de glaciers en fait, puisqu'il ne vit plus au rythme des saisons, en grossissant l'hiver et rétrécissant l'été. En fait, il fait que rétrécir. Et puis sur plein d'endroits, on traverse la forêt amazonienne par exemple, et c'est la déforestation, notamment pour exploiter le pétrole. On a traversé la partie colombienne, équatorienne, et donc il y a une partie champ de coca mais qu'on ne voit pas, mais il y a une partie extraction du pétrole, et qui dit extraction dit pétrole dit construction de routes à travers la forêt puisqu'il faut acheminer les camions, et dit surpopulation masculine dans un endroit de travailleurs, donc dit prostitution, ouverture de bars, et donc ça donne un climat social très particulier. On n'est pas forcément à l'aise, on sent que oui, c'est... voilà. Est-ce que tu peux parler aussi de tes enfants, leur univers, la carriole Ah oui, les enfants, c'est vrai. Après, ils sont beaucoup sur les photos, du coup, mais... Du coup, nous, on est partis parce qu'on s'est dit, oh là là, les enfants, le temps passe trop vite. Avant, on n'avait pas sensation du temps qui passait. Et en fait, d'avoir des enfants, ils ont déjà 1 an et 3 ans, et demain, ils seront déjà grands. Il faut absolument qu'on parte tout de suite, quand ils sont tout petits, que leur monde, c'est papa-maman. Parce qu'on s'est dit, ça, c'est notre envie à nous, de nature, de liberté, d'espace, de sortir... de notre travail au bureau, sur un ordi. Voilà. Il fallait qu'on bouge, il fallait qu'on voie, il fallait qu'on vive. Et je sais pas, on vit l'urgence climatique comme on va arrêter de faire les choses aujourd'hui parce que demain, parce qu'en fait, un jour, demain c'est déjà là, et voilà. Et puis on s'est dit, voilà, c'est un projet fou, on part, on verra si ça marche ou pas, on verra où on arrivera. Au début, on voulait juste atteindre le Guatemala. Finalement, on a trouvé un rythme de famille qui nous convenait, et on partait à ce moment-là où on se disait voilà, bon, l'école c'est pas trop grave, à cet âge-là c'est pas trop grave, donc on les emmène, et puis ça va pas trop les comparer à une vie sédentaire, ils vont pas trop perdre.
Et en fait, un des enseignements aussi du voyage, c'est pas qu'ils n'ont pas trop perdu. C'est qu'en fait, je me suis rendu oh waouh, mais je pouvais pas leur offrir meilleur terreau pour grandir en fait. Ce que j'ai fait, c'est juste remettre 2 petites graines dans leur milieu naturel et paf, je les ai lâchées. Alors bien sûr, on transporte la tente, donc on les couvre quand il pleut, quand il fait froid, il faut leur donner à manger et de la nourriture, ça c'est sûr, les besoins basiques, mais le reste, on n'a plus rien à faire. Et de même, là, tu remets en fait, voilà, c'est comme la distinction que je faisais avant, enfin là, il n'y a pas les humains d'un côté, la nature d'un côté, tu remets les enfants, ils n'ont pas encore coupé le cordon. Ils ont un contact complètement naturel, ils n'ont pas encore eu cette éducation, cette discipline à rentrer dans un cadre, à s'éloigner, et donc ils sont débordants de vie, enfin ils incarnent le terme croquer la vie à pleines dents en fait, et tout est stimulation, tout est... Et là on fait l'expérience à contrario quand on revient stoppé par le Covid, du confinement, et là du coup un enfant entouré de matière morte, parce que tout est mort, il n'y a rien qui... Ça veut dire que si nous, on n'est pas là pour animer, ou il n'y a rien qui se passe. Et alors qu'en voyage, on était là tous les jours, on se disait « Oh, waouh !» Alors qu'on vit ensemble 24 heures sur 24, tout le temps, on ne s'est jamais séparés. On est ébahis par leur découverte, voilà, mais mentale et physique, sans séparer l'un l'autre. Et au retour, là, on se dit « Oh là là, mais c'est laborieux, mais ça ne rentre pas. » Parce qu'il y a quelque chose qui... il y a un cadre qui ne convient pas, clairement. Et ça nous a aussi appris ça. Notre manière en fait d'éducation, on partait aussi dans cette idée, voilà, donc nous on est les parents, on va apprendre aux enfants, nous, et en fait finalement on est revenu en pensant le savoir ou la transmission de savoir beaucoup plus horizontale en fait. Et c'est ça d'apprendre, écoute, enfin chacun a quelque chose à apporter, les enfants en fait ils t'apprennent énormément si tu leur donnes le temps et l'écoute en fait. Mais ça marche aussi avec les populations indigènes, ça marche avec les femmes, ça marche avec les paysans, parce qu'il faut savoir sur tout le continent, au Mexique par exemple, toute l'Amérique centrale, le paysan, c'est l'indigène, c'est une réelle dépréciation en fait de ces populations-là qui pourtant ont plein de choses à nous apprendre, et qu'au niveau de l'architecture, on a traversé le Mexique, c'était la canicule. Donc il y avait des 50 degrés même dans certains États, et on voyait les constructions nouvelles, financées par les banques internationales, supportées par le gouvernement pour construire des quartiers et entièrement bétonnés, et puis plein de petites maisons comme ça, sans une once d'arbre. Et nous, donc à vélo, a priori on évitait ces zones urbaines, on était plutôt dans la campagne. Et là, on était beaucoup mieux en fait dans des zones où le sol est en terre, la maison est de bambou, l'air filtre le soir. Donc beaucoup de fois, quand on nous invitait nous à dormir à l'intérieur, on disait on veut bien rester chez vous, mais du coup on va plutôt aller dans le patio et mettre notre tente plutôt que d'être à l'intérieur entouré de béton surchauffé. Donc ça donne des aberrations comme ça. Et puis aussi autre chose, sur le savoir. Juste sur les langues, parce que du coup, mon mari, lui, est allemand. Donc les enfants parlent français et allemand. Et en route, ils ont appris l'espagnol très facilement, parce que nous, déjà, c'est notre langue d'adoption. Et en plus, les latinos, ils sont très... les enfants, ils adorent, ils sont sans cesse stimulés, donc ça allait très très vite. Mais dans les communautés indigènes, on disait « Oh, waouh !» Ils parlent beaucoup de langues, et on leur dit mais vos enfants aussi, parce que la plupart toutes les communautés indigènes sont au moins bilingues, mais avec toujours ce regard d'autodépréciation, de se dire non mais nous c'est pas des langues, voilà. Donc ça reste de voir les langues coloniales comme les langues à dominer. Si on parle anglais, français, allemand, c'est espagnol, voilà, c'est tout ce qui vaut par rapport au quechua, à l'aymara. Voilà, du coup, petit quiz. Est-ce que vous savez combien il y a de langues parlées en Amérique ? 15 ? 183 ou au moins des langues européennes. Il y en a 5, du coup. L'anglais, l'espagnol, le français, le portugais, le hollandais. Et dans les langues indigènes, il y en a 600. Il y a 600 langues indigènes. Ouais. Et donc c'est énorme, et c'est une richesse incroyable, parce que
qui dit d'autres langues dit aussi d'autres manières de voir le monde. Donc c'est aussi une certaine manière. Et après c'est juste voilà, de sortir, c'est pas arrêter de hiérarchiser en fait, pas dire ça c'est mieux, ça c'est... Non, c'est dire ah tiens, ça c'est... Enfin, essayer de se nourrir voilà, de tout ce qui est différent, de tout ce qui peut apporter. Et voilà, c'était... Est-ce que tu peux aussi nous parler, à un moment dans le livre, tu cites quelqu'un, puisqu'en fait, en Amérique latine, il y a eu beaucoup de révolutions qui ont été gravement réprimées. Et à un moment, tu cites quelqu'un qui te dit « Ils nous ont enterrés, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines ». Suite justement, alors je ne sais plus dans quel pays d'Amérique latine. Ça, c'est un slogan, ouais. Du coup, c'était pour le Chili, parce qu'on a eu la chance de... du coup, c'est un slogan qui est repris dans toute l'Amérique latine. Ça aussi, c'est super intéressant politiquement, en fait, parce que c'est un continent oui, qui a vécu la colonisation, décolonisation, qui a un mélange de cultures, mais qui viennent aussi d'Afrique, des indigènes qui étaient à l'origine à l'Amérique, plus le croisement avec les Européens. Donc rien qu'au niveau musique, j'ai mis un petit extrait, ça vient de tout ce mélange-là, c'est d'une richesse incroyable. Et nous, donc oui, on a eu la chance d'arriver au Chili, pile quand Chile despertó. Vous avez entendu parler ? Après des années de néolibéralisme, ils avaient un président un peu comme nous, c'était le président des riches, c'était l'homme le plus riche du pays. Donc il y a eu des manifestations monstres. En fait, le Chili, comparé à d'autres pays, la Bolivie, avec Evo Morales, ou même le Brésil avec Ignacio Lula, ou l'Équateur de Rafael Correa, ça avait déjà un peu bougé, c'était très bouillonnant politiquement, et le Chili avait, en raison de la politique d'éradication de Pinochet et de l'élimination systématique des leaders paysans, syndicalistes et étudiants, en fait rendu la société immobile et qui accepte d'une certaine manière le système et à tendance très consumériste. Et c'est pour ça que le mouvement s'est appelé Chile Despertó. C'est venu juste de l'augmentation de quelques centimes du ticket de métro, et les étudiants se sont mis en colère, ça a mis le feu aux poudres et le Chili s'est réveillé, ça veut dire le Chili s'est réveillé après toutes ces années d'immobilisme, mais dû à une dictature et des méthodes de contre-insurrection violentes. Et donc c'était très intéressant de vivre ce moment-là, et de participer aux cacerolazos, non ? Donc aller dans les rues avec les casseroles et les cuillères et taper. Et ça a mené au projet de constitution. Un nouveau président a été élu, donc il y avait quand même de l'espoir. Mais il y a quand même une autre tendance qui est toujours tapis dans l'ombre et qui ne laisse pas forcément les processus se faire. Mais c'était très émouvant, très très émouvant. Tu peux peut-être aussi nous parler sur le danger pour le vélocycliste, les chauffards et les chiens, puisque si je ne m'abuse, tu t'es fait mordre par un chien et ça a quand même été une sale aventure. Oui, c'est vrai que c'était mes questions normalement en conférence. Je dis, à votre avis, quel était le plus gros des dangers quand on part à vélo avec des enfants en Amérique ? Et souvent on dit les grizzlies, les serpents, tout ça. En fait, non, le plus gros des dangers, c'est l'homme au volant de sa voiture, en fait. Ça, c'est terrible. Ou en trop grande concentration dans les villes. Donc, nous, en Alaska, on l'a pas trop vu, ça, on était assez tranquille. Alaska, Canada, tout va bien. Et puis, arrivé vers Seattle, là, on reconnecte avec la civilisation. Et là, c'est la jungle. Là, on sort des dangers maîtrisables, entre guillemets, avec les animaux sauvages. Faut pas faire n'importe quoi, faut savoir où on va, comment fonctionnent les animaux, quels sont leurs... mais a priori, si on respecte ces règles-là, il n'y a pas de danger. Par contre, le trafic, alors là, c'est l'horreur. Du coup, on s'est professionnalisé au cours du voyage en mettant des casques, des couleurs, des drapeaux. Derrière le chariot des enfants, on a fait sortir un drapeau de 80 cm, une petite barre pour obliger les voitures à nous doubler avec au moins 1 mètre de distance. Parce qu'on ne veut pas avoir une voiture à 3 cm de la carriole des enfants. Donc ça, c'était le plus gros danger.
Et puis, bah ouais, éternel cliché, le chien, en fait. Et ça, bon, ouais, on savait un petit peu. Bah, c'est comme les grizzlies, instinct de poursuite. Donc, les rangers des parcs nationaux, ils nous disaient, attends, donc faut pas regarder dans les yeux, le grizzly. S'il est là, on essaye de reculer, on lui tourne pas le dos. Et on se tourne pas et on court surtout pas, même à vélo, parce qu'il fait des pointes de 70 km/h. Donc on se fait tout petit, mais les chiens c'est en Amérique latine, donc pareil, on avait l'expérience dans les communautés c'est pas des animaux domestiques, c'est des gardiens, ils gardent le terrain et ils ont aussi l'instinct de poursuite, donc du coup voilà, on était dans une communauté chouar, indigène, dans la forêt amazonienne. Pour ceux qui ont lu, j'ai oublié son nom, Le vieil homme qui lisait des romans d'amour, d'un auteur chilien qui est magnifique. Là, ça se passe, c'est un roman qui était dédié à son ami Chico Mendes, un écologiste brésilien assassiné. Enfin, il est magnifique et on était dans ce petit bout d'Amazonie, accueillis, et je voulais partir faire des courses, donc j'étais partie pantalon relevé, à toute brinque sur mon vélo pour pouvoir leur cuisiner quelque chose. C'était notre manière de remercier quand on est... Et bam, un gros chien qui m'a mordu. Et dans la forêt équatoriale, tout pousse, la nature est en effervescence et du coup les bactéries aussi. Et donc ça s'est infecté. Donc pendant un mois, j'ai pas pu faire de vélo. Mais un mal pour un bien, puisque du coup ça nous a forcés à rester dans cette communauté. Daniel il faisait des travaux, aidait avec les cabanes de bambou, les enfants nourrissaient les poules, et moi je pouvais cuisiner, donc je cuisinais pour tous les gens de la communauté qui venaient aider de temps en temps. Donc, j'aimerais aussi que tu puisses nous parler des sans-abri qui donc naviguent de motel en motel ou de camping en camping et qui sont quand même systématiquement chassés, puisqu'il y a aussi les touristes riches qui vont sur la côte sud. Et là, sur les sans-abri, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont deux grandes peurs, c'est les migrants et les personnes sans abri. Et aux États-Unis, c'est aussi le royaume de la voiture. Donc, quand on a tout perdu, on s'accroche quand même à sa voiture. Et donc, nous, on traversait les États-Unis au mois de novembre, enfin octobre-novembre, donc dans des régions pas du tout ni touristiques, ni... paupérisé en fait. On était pas très loin de la ville de Kurt Cobain, donc c'est beaucoup de quartiers de mobil-hommes et la crise des subprimes en fait, beaucoup s'étaient fait éjecter de leur maison, et donc quand on avait besoin de douche, de temps en temps on allait dans les campings, et donc dans les campings on se retrouvait avec les gens qui campaient dans leur voiture, et voilà, et nous-mêmes, comme on est voyageurs à vélo, on était considérés comme des sans-abri, ce qui est le cas en fait, ça appartient à la définition. Et donc en traversant Los Angeles, c'est une énorme agglomération, et c'était impossible de trouver un endroit pour poser la tente. Donc il y a des campings, mais réservés aux énormes camping-cars. Et donc à la tombée de la nuit, on s'est dit mince, alors il va falloir qu'on paye pour dormir à l'intérieur. On cherche un motel, on est dans un quartier, des hôtels de passe, c'est un quartier populaire, et le parking est vide, mais on nous refuse parce qu'on voit les vélos, parce qu'on nous prend vraiment pour des sans-abri, on nous fait pas confiance. Et voilà, c'est à la 6e fois où un homme décide de nous accueillir, mais du coup, oui, on fait l'expérience de cette peur-là. Ouais, on peut passer, si vous avez des questions. Combien de crevaisons? Et 50. 50 pour moi. Après, à un moment donné, sur les photos, on voit ma petite. Elle avait 4 ans, elle a traversé le désert, elle était accrochée derrière moi, elle avait un tout petit vélo. Elle n'arrêtait pas de crever. Et surtout au Mexique, en fait, c'est plein d'épines. Et puis, avec la chaleur, voilà, elle était derrière moi comme ça, il y a beaucoup de pneus qui explosent, et en fait, qui relâchent des petits bouts de cuivre. Ouais. Mais pareil, alors au départ, moi, le vélo, j'y connais rien. Enfin, je sais pédaler. Enfin, je crois.
Et je sais juste remettre ma chaîne quand je déraille. Mais après, oui, je deviens... Donc au début, c'est pareil, j'apprécie la galanterie, parce que dès qu'un homme voit une femme changer, ça... Donc on vient, ah, je peux vous aider, donc je laisse faire, c'est toujours ça de moins à faire. Mais après, je me rends vite compte qu'en fait, ils en savent moins que moi. Enfin, ils m'aident malgré tout, enfin, ils sont vraiment persuadés. Parce que du coup, je suis une femme, j'en sais moins. Du coup, si tu sais pas faire, pourquoi tu viens de proposer ton aide? Donc après, ouais, je fais ça bien. J'arrive même à repérer les trous sans mettre la chambre à air dans l'eau. Bonsoir Marilyn. Je trouve que vos photos sont magnifiques. Je voulais savoir quel matériel vous avez emmené, quel poids ça faisait, photos et vidéos. Et puis, si vous, au fur et à mesure du périple, si vous expédiez les images quelque part ailleurs, etc. Bon, j'ai des questions en vrac. Hein. Je voulais savoir si vous venez de répondre un petit peu, si vous faisiez du vélo avant, ou si vous avez choisi ce mode de déplacement par opportunité à ce moment-là. Quand je dis faire du vélo, je veux dire de manière régulière, un peu intensive, hein, pas... Voilà. Et puis, voilà, il y a les gens qui voyagent, hein, et puis qui laissent un peu de part à l'improvisation, à l'imprévu, aux opportunités, positives ou négatives. Et puis il y a ceux qui font du tourisme et qui, au contraire, balisent le moindre aspect de leur déplacement. Vous faites partie des premiers, c'est de toute évidence. Et par rapport à un périple comme ça, avec des enfants petits en bas âge, j'avais proposé ça à ma compagne quand notre fils avait 2 ans. Ça n'a jamais pu se faire parce que pour beaucoup de gens, c'est terrorisant d'aller avec un petit enfant dans des endroits qui sont supposés éminemment dangereux. Enfin, la dernière question, c'est sur votre présentation qui semble idyllique de ce type de voyage. Vous n'auriez pas quelques moments où vraiment vous avez été, à cause, je ne sais pas moi, d'événements météorologiques ou à l'abord des villes ou dans les villes, on voit des images par exemple où vous assistez à des grands rassemblements, etc. Il n'y a pas de moment où vous avez eu quelques épisodes un peu inquiétants, voire effrayants pour vous, où vous êtes décalé? Si, je vais commencer par la dernière question. Ouais, si. Mais oui, c'est plein de galères. Je ne sais pas si j'ai mis ma photo où la tente, elle est inondée. On campe le soir, on se réveille, il y a de l'eau partout, dans les matelas, on flotte. Oh là là, on se dit, il faut évacuer. Mais nous, on voyage avec des enfants, donc eux, ça les fait marrer. Donc tout de suite, ça nous porte dans une autre dimension. On n'est pas là, oh, quelle galère, que je sais, il y a les enfants. Puis en plus, c'est dans l'action. Ok, donc il faut qu'on agisse. Les enfants, bim, bottes de pluie, cirés, on les protège, on les sort et on fait petit à petit en fait. Mais on s'est vraiment parti dans cette idée, comme on part avec des enfants, faut être flexible et s'attendre à tout en fait. Donc on sait d'où on part, on s'est mis un point d'horizon. Et parce qu'il faut bien se lancer quelque part, mais vraiment prêt à tout en fait. Donc par exemple, on a toujours 3 jours de nourriture avec nous d'avance. On essaye de toujours avoir de l'eau. Si jamais il faut qu'on s'arrête, qu'il faut qu'on monte la tente, si les enfants veulent pas, enfin, de pas se mettre. Si on a trop d'attentes, si on se met des objectifs d'arriver là, tout de suite c'est stressant. Et notre but c'était vraiment ça en fait, prendre le temps et aller lentement en fait. Moi j'ai fait tout ça alors que du coup le vélo, moi je me dis pas sportive. Alors c'est ce que je me disais avant. Après, au bout de 3 ans, effectivement, il a fallu, au départ, on mangeait ce qu'il y avait sous la main sans faire trop attention à la dépense calorique. Et c'est vrai qu'on se rend compte que oui, ici, on a une vie quand même de sportif qui fait que oui, tu sens que tu as besoin de vitamines, tu as besoin de protéines, tu as besoin de féculents. Enfin, faut faire attention, c'est notre carburant, sinon on n'avance pas. Donc ce côté-là est sportif, mais... je sais plus où c'est que je voulais en venir.
avec les enfants. Ouais. Et les galères, non, parce qu'après c'est pareil. En fait, on était vraiment heureux. Moi, dans le voyage, je me suis jamais dit « Ah tiens, comme c'est facile ». Ça, c'est sûr. Alors, je sais par contre les moments où j'ai vraiment galéré. Au Pérou, c'était waouh. Des montagnes, des dénivelés incroyables. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais fait ça. Mais voilà, faut avec le temps, petit à petit. Et vraiment, moi, ce qui me faisait le plus envie, c'est de se poser. Du coup, voilà, la tente, elle est montée et on reste, on n'a pas besoin de monter, redémonter. Mais jamais on s'est dit pourquoi on a voyagé, pourquoi on est parti. Et oui, donc les éléments, ça, le vent, en contraire, ça rend fou. L'attaque de chiens, c'était pas rigolo non plus. Après, au Mexique, on a eu quand même des frayeurs, parce que ça nous a surpris par contre, le climat de violence. Comme on connaissait bien l'Amérique centrale, et que quand même Salvador, Honduras, Guatemala, il y a des niveaux de violence urbaine, les maras, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est hallucinant. Et en plus, on connaît bien, donc on s'est dit, voilà, bon, bien sûr, le Mexique, il y a le narcotrafic, mais le narcotrafic, a priori, ça ne nous concerne pas trop, parce que c'est plutôt des businessmen, donc ils n'ont pas trop intérêt à s'attaquer à des étrangers. Sinon, on vient mettre le nez dans le business, mais l'ambiance était tellement, à certains moments, quand on traversait l'état de Sinaloa, on a observé des comportements qui nous ont fait peur. Parce qu'en plus, comme on travaille sur ces thèmes, on sait les méthodes des tueurs à gages, du peu d'argent que tu donnes. Et là, typiquement, c'était vraiment louche. Mais là, c'est pareil. Je sais pas, on a toujours eu une étoile pour nous protéger. On s'arrête au premier paysan qu'on rencontre, qui nous dit « Mais bien sûr, venez », qui nous ouvre les portes de sa ferme. Et qui vit tellement en harmonie avec ses animaux, avec la nature, qu'il nous réconcilie avec le voyage. Mais ça reste que du coup, voilà, on a accepté l'offre des clubs cyclistes mexicains de nous accompagner. Donc un club cycliste venait nous chercher, roulait avec nous amener à un autre club qui venait nous chercher, qui nous ramenait chez eux. Le lendemain, on enchaînait. C'était assez rigolo. Puis du coup, ça a à chaque fois créé des bonnes rencontres. Mais comparé au stress de la vie sédentaire, enfermée en ville, je sais pas comment expliquer ça, mais du coup toutes les galères qu'on rencontrait, puis en Alaska c'est pareil, on n'a pas assez de nourriture, on a faim, mais des gens s'arrêtent, nous offrent une orange et c'est le plus beau moment de ta journée, où t'es sous la pluie, puis un petit rayon de soleil, t'es heureux de rien en fait. Non, mais se libérer, revenir dehors, être maître de son temps, ça donne quand même un bien-être. Oui, juste pour compléter un peu la question précédente, un voyage aussi long à vélo, ça nécessite une certaine préparation, d'équipement pour les vélos. Disons, pour résumer, comment vous avez géré les pannes éventuelles de vélo? Est-ce que ça nécessite un certain nombre d'outillages qui doivent peser quand même relativement lourd? Il faut un certain nombre de connaissances mécaniques, même si elles sont pas comparables à celles de la mécanique de voiture, mais en mécanique de vélo, il faut s'y connaître un peu. On ne peut pas trouver un réparateur de vélo à portée de main tout le temps. Et donc, comment vous avez préparé à l'avance? Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à préparer ce voyage à l'avance, de ce point de vue-là, mais aussi pour préparer le parcours? C'est vrai que la question précédente, il supposait, j'ai en train de supposer que vous étiez parti à l'aventure comme ça, sans préparation, ou presque. Je suppose que vous avez passé beaucoup de temps à préparer votre parcours, à étudier les pays, savoir à qui vous avez affaire en route, etc., etc. Donc, ma question, c'est comment vous vous êtes préparé à ce voyage? Du coup, moi, je sais que je suis mariée à un aventurier né, en fait.
Et c'est un Allemand, et moi dès que je l'ai rencontré, lui il m'a dit, de toute façon je fais Berlin, Vladivostok à vélo, il avait déjà fait l'Amérique du Sud, il avait déjà fait le Cap Nord, donc c'était vraiment son truc. Et puis il travaillait dans une boutique de sport, donc du coup l'équipement, lui l'avait, et puis au fur et à mesure on s'est équipé petit à petit. Et après, on était déjà en Amérique, donc on savait aussi les pièces de rechange, du coup la taille de nos vélos, d'avoir des vélos qui soient le plus basique possible et quand même résistants, donc quand même assez lourds. Mais par exemple au niveau des freins, pas avoir des freins hydrauliques, mais des V-brakes. Du coup, voilà, il suffit de remplacer ses patins. Après, si on écoute Daniel, il va dire on peut tout réparer, on peut tout faire soi-même avec le vélo, il suffit juste de la patience en fait, parce que tout est basique, tout est mécanique, mais du coup on avait des pièces de rechange. Donc ça oui, c'était préparé, savoir combien un pneu, une chambre à air, quand on crevait, donc on enlève, on remet une nouvelle chambre à air, mais on garde l'autre, et puis après le soir on rafistole, d'avoir les outils, ça prenait une bonne part de chargement, ouais. Et sur les routes aussi, on a quand même étudié le trajet, notamment pour éviter le trafic. Et puis parce que on discutait avec les gens, avec les locaux, et souvent eux, ils ont une autre vision. C'est pas des cyclistes. Et pour eux, le danger, en fait, c'est les routes tranquilles, les routes alternatives. Donc, par exemple, au Mexique, on a dit il faut prendre l'autoroute. C'est surveillé, il y a la police, il y a l'armée. Enfin, et pour nous, non. Et même des cyclistes, mais des cyclistes sans enfants, du coup, qui eux vont vite, tracent, ils prennent pas de place. Nous, on a un chariot qui est assez large, donc du coup, on a d'autres. On a quand même passé du temps sur les cartes pour étudier les trajets alternatifs au maximum, en fait. Et donc, on se retrouvait beaucoup sur des routes de cailloux. Ouais. Donc, oui, il y avait quand même une part de préparation. Ouais. Il y a une part de non-préparation, d'improvisation. Il faut un peu de lâcher prise. Comment c'est passé le passage des frontières? Ah oui, ouais. Ça aussi, ça se prépare. Oui, c'est vrai. Savoir qu'est-ce que tu dois payer, combien. Et donc ça, c'est pas facile. Bon, les États-Unis, c'est pas facile. Prévu d'avance? Ouais, les États-Unis, il faut prévoir parce qu'il faut un visa. Si c'est plus de 6 mois. Et nous, Alaska plus Canada. En plus, le Canada compte pas comme sortie de territoire. Enfin, souvent, on tamponne à l'entrée et puis à la sortie. Et donc, ça te met ton temps. Et quand tu reviens, ça recompte ton temps. Mais là, de faire l'Alaska tampon d'entrée. Et puis, on sort au Canada, mais ça compte pas pour sortie. Et quand on re-rentre aux États-Unis, on est à 5 mois. Et donc là, le douanier nous dit « Ah pas de bol, il va falloir monter dans un bus et hop, direction le Mexique. » Parce que vous n'allez pas pouvoir. Et là, Daniel, qui s'était bien renseigné, c'est que l'agent, en fait, il a tous les pouvoirs. Généralement, ils ne le font pas, parce qu'ils n'aiment pas les États-Unis, ils n'aiment pas les migrants. Mais s'ils veulent, ils peuvent le faire. Et du coup, là, c'était vraiment un combat d'homme à homme. Le monsieur avec ses tatouages, qui faisait un peu les gros bras, et qui finalement se dit « Allez, venez, tchac, tchac !» Il a tamponné, il nous a laissé passer. Mais là, c'était de la chance... faut tenter. Et puis dans les pays d'Amérique centrale, à la sortie du Mexique, pareil, le douanier voulait nous faire payer. Et donc du coup, on a dû persévérer pour dire non, on sait ce qu'on doit payer et pas. Donc il faut se renseigner. Mais après, avec un passeport européen, on passe partout. Ouais. Mais il faut se renseigner, il y a un temps limite. Donc Amérique centrale, c'était 3 mois, renouvelable une fois. Et après le Pérou, c'est 3 mois. Donc souvent, on a fait le maximum des temps qu'ils nous donnaient. Et souvent, c'est 3 mois maximum. Vous avez dit que votre voyage s'était interrompu à cause du Covid. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment vous avez interrompu? Est-ce que vous auriez été plus longtemps sur la route? Qu'est-ce qui s'est passé? On était partis à cette période-là parce qu'après on se disait 6 ans, quand notre fille aura 6 ans, il faudra qu'on rentre pour l'école. En fait, après en route, on s'est rendu compte que non, autant être dehors, elle apprend 3 fois plus au contact des gens, de la nature, tout ça.
Et donc on s'est dit maintenant qu'on est là, on va aller à Ushuaia, on va toucher le bout du continent. Et donc on faisait notre traversée, les cyclistes ils aiment bien au Chili, un coup Argentine, un coup Chili, un coup Argentine. Et là donc on était de retour en Argentine pour faire la route des 7 lacs. On retourne côté Chili, on croise un cycliste italien qui nous dit « Oh, en Italie, il n'y a plus de machines, tout le monde est... » On se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et nous, du coup, on se dit « Bon, de toute façon, nous, on ne peut pas vivre plus sainement. Ce problème-là ne nous concerne pas, on continue. » Et en fait, d'un coup, donc ça a pris 2 semaines de décalage par rapport à l'Europe, je crois. Mais d'un coup, l'Amérique latine, elle se ferme, mais elle se ferme. Et du coup, c'est couvre-feu, c'est frontières fermées. En plus, le Chili, il a 2 zones. Au nord, c'est le désert d'Atacama. Au sud, c'est toute la région boréale. Et c'est des zones très sensibles. Et donc, ils ont tout de suite voulu couper les régions pour pas qu'il y ait de transmission de la maladie. Et donc, mon mari, lui, a dit, c'est pas grave, on plante la tente, on attend que ça passe. Mais c'était l'hiver austral au Chili, donc pendant la tente, c'est pas... Et puis après 3 ans, sans avoir revu la famille, les amis, le continent, Et puis on est capable de traverser les Andes à vélo, mais pas l'Atlantique à la nage. Donc, et l'ambassade de France disait, voilà, si vous voulez repartir, c'est maintenant. Après, on sait pas... Donc on est rentré, et c'est pour ça que mon livre, c'est avec 21 741 km, parce que nos derniers jours de vélo... On ne savait pas que c'était notre dernier jour de vélo. Et donc oui, on aurait continué. On était bien. Les vélos, ils vont dans l'avion dessous ? Oui, ouais. Alors c'est pareil aussi, c'était le Covid, mais on nous a quand même embêtés parce qu'ils n'étaient pas emballés alors que tout était mort en fait. Il n'y avait rien d'ouvert, tout était... Et même pour rejoindre, parce qu'on était au sud du Chili. Donc c'est comme si on était à Berlin, il fallait qu'on rentre à Paris, prendre l'avion, parce qu'il fallait qu'on aille à Santiago. Mais tout était bloqué. Et il y avait des contrôles de température. La température, du coup, c'était des militaires et des infirmiers, mais avec le pistolet température. Donc c'était... Mais ça, comme ça nous faisait des sueurs froides, on n'avait pas la température, on a pu passer les contrôles, mais c'était... Oui. Et alors, comment on atterrit après 3 ans comme ça de vie en liberté et arrivé confiné? Oui, alors là, ça révèle encore plus, mais je pense que tout le monde l'a senti. Même ceux qui n'ont pas fait 3 ans de voyage à vélo, ils se sont bien dit « Waouh, le confinement, c'est la pire des choses que tu puisses infliger. » Et, au moins aux jeunes, ça c'est sûr, tu vois. Mais oui, il faut avoir un projet, il faut le préparer. Ouais. Moi j'ai eu la chance, oui, c'est une chance. J'étais enceinte de mon 3e enfant, donc du coup ça a aidé à relativiser l'injonction de rester au nid et de se poser. Donc voilà. Et pour les enfants, alors eux, ils sont incroyables d'adaptabilité, de flexibilité. Je sais pas, ce qui est passé est passé, ce qui est à venir n'existe pas. Il y a le présent, ils retournent. En plus, on est revenus se confiner chez papy, mamie. Donc, ils jouent, ils lisent, ils font d'autres... Oui, eux, alors là, comme des poissons dans l'eau. Non, les plus compliqués, c'est nous, c'est les adultes. On est déjà... Pour eux, c'est... Et tant mieux, hein. Je voulais te poser une question. À un moment, Mala, elle est en vélo. Mais vous n'êtes pas parti avec Mala en vélo. Vous avez acheté le vélo en route. Ouais, aux États-Unis, en fait. Marla, elle voulait son vélo, elle nous demandait son vélo. Et du coup, aux États-Unis, comme on se préparait à traverser la Basse-Californie, au Mexique, donc c'est une route facile, c'est tracé à la règle dans le désert, facile. Et du coup, j'ai dit, bon, ok, allez, je vais tester d'avoir Marla. On a acheté aux États-Unis, du coup, un petit vélo, et puis le Follow Me. Et on a traversé le Mexique. Ça faisait plus de 4000 km, arrivé au Belize, Guatemala, et là je me suis rendu compte que non, en fait c'était trop pour moi, parce que du coup il y avait le vélo plus par là plus tout, ça me rajoutait 20 kilos, et non, pas sur 6 mois, et donc c'était aussi une des prises de conscience, quand on est citadine, vie de bureau, on n'a pas l'impression, en tout cas quand on est né à mon époque, de ne pas pouvoir faire ce qu'aucun homme peut faire.
Et en nature, enfin en voyage à vélo, on se rend compte que ah mince, mon corps il veut pas quoi. J'ai pas pris les muscles de Chuck Norris. Je suis limitée en fait. Donc je l'accepte. Je sais faire d'autres choses et du coup je passe le. Marla est retournée avec son papa dans la carriole. Bonsoir et merci pour ta présentation. Ça a réveillé beaucoup de souvenirs chez moi. Et j'avais une question, alors tu en as parlé pour la partie Amérique du Sud, au niveau de vos nuitées, que vous étiez souvent accueillis à droite et à gauche. En Alaska, le contexte faisait que vous croisiez peu de monde, mais pour la partie États-Unis, tu as parlé de Seattle et que c'était une galère, enfin et Los Angeles, de trouver... est-ce que vous avez volontairement pas cherché à vous rapprocher d'écoles pour éventuellement présenter votre projet ou solliciter des réseaux d'accueil, notamment de cyclo-voyageurs, etc., ou vous vouliez passer au travers ce type d'accueil? Non, on a aussi sollicité. Ouais. En Alaska, on était dans la tente, on était très bien. Puis avec des enfants en bas âge, c'est toujours mieux de les avoir dans la tente dehors qu'à l'intérieur, chez des gens qui te reçoivent. Enfin, il faut contrôler. Oh, non, touche pas ça. Non, enfin, on est moins à l'aise. Mais aux États-Unis, ouais, on s'est pris... la pluie continue sur la côte de l'Oregon au mois de novembre. Donc oui, on a renoué avec les sites de cyclistes, warm shower, donc douche chaude, le bien nommé, parce qu'effectivement, prendre une douche chaude, faire sécher sa tente, c'est bien. Et du coup, on a été accueillis, on a fait appel aux écoles, on a dormi aussi dans des églises, en Amérique centrale, beaucoup chez les pompiers. Les pompiers, ils aiment bien accueillir, ils sont très accueillants. Et des fois, mais même en Alaska, on se faisait arrêter en route. Ah, mais vous allez là? Bah écoutez, moi je serai pas là, mais la clé est cachée sous la pierre à gauche. Prenez-la, installez-vous. Au Canada, pareil. Oh là là, mais donc il pleuvait. Vous avez besoin d'une douche chaude? Venez à la maison et dépêchez-vous parce qu'après on sort et puis ils nous ouvrent la maison, nous préparent le bain, sortent les jouets pour les enfants. Ils disent bon, nous on a un dîner. Rester tranquille, non, on était... Mais c'est vrai qu'on était bien dehors, et après, quand il faisait très très chaud aussi, on était aussi bien, on était mieux dehors qu'à l'intérieur des maisons bétonnées, enfin ça, Mexique, Amérique centrale, et aussi pour des questions dans la forêt équatorienne aussi, on est bien dans la moustiquaire, comme ça t'es protégé des moustiques, des migales, des chenilles, mais non, oui, on a dormi un peu partout, ouais. J'ai bien répondu. D'autres questions? Une question bassement matérielle. Pour rester 3 ans sans gagner votre vie et pour payer tous les frais de voyage, c'est peut-être assez compliqué, je suppose. On a économisé pendant longtemps pour pouvoir faire ça. Ouais. Vous avez des sponsors? Non, mais justement, ah oui, ça rejoint ta question. C'est vrai qu'on voulait partir libre en fait au maximum, et libre de sponsors, libre de rien du tout. On voulait avoir de compte à rendre à personne, et pas parce que ça te fait dépendre après d'une connexion internet, d'une prise. Du coup, ça veut dire que ça te ramène en ville. Et nous, notre idée, c'était vraiment de partir. Donc c'est pareil, le matériel pour filmer, c'est juste un petit appareil photo numérique qu'on filme quand on a le temps de filmer. C'est vrai qu'on s'est pas dit, là on le fait vraiment pour en profiter à fond en fait. Et aussi avec les gens, par exemple, quand on est avec eux, on n'a pas fait d'interview pour pas casser en fait le truc, vraiment laisser le lien naturel. Et puis sortir de beaucoup, viennent, prennent des paroles, photos. Enfin, nous qui avons bossé dans les communautés mayas, c'est que c'est un sujet très délicat de prendre des photos, de filmer sans accord et ensuite d'en faire. Donc on voulait être libre de tout et vraiment vivre au présent. Et puis toujours accompagné d'enfants en bas âge, donc de toute façon tu étais quand même vachement occupé. Et du coup on avait mis de côté et on vivait avec le minimum en fait. Ce qui coûte le plus cher en fait c'est le billet d'avion aller, le billet d'avion retour et le passage Panama-Colombie, parce qu'il n'y a pas de route.
C'est une zone humide, avec des crocodiles, des moustiques, des fleuves, tout ça, et puis des narcotrafics, des migrants cubains, ou vénézuéliens aussi, il y a eu. Et donc on n'a pas choisi l'aventure. Certains cyclos traversent cette zone en portant le vélo, en faisant de la pirogue. Nous on a pris un catamaran, et c'est 5 jours de traversée. Donc là c'était un budget, mais oui, non, on avait prévu de mettre de côté, mais sans... en achetant en fait de la nourriture, c'était notre budget, puisqu'on dormait n'importe où. Après on était très accueillis, et tant qu'on est nomade, en fait on est bienvenu. C'est à partir du moment où on commence à être sédentaire, là il faut participer, ou il faut payer, ou il faut tant qu'on fait que passer, en fait tout le monde a un petit coin de jardin à offrir pour planter la tente. L'eau elle se donne assez facilement. Et c'est vrai qu'en milieu tropical équatorial, la nature elle est vachement généreuse aussi. Donc les paysans en fait quand c'est la saison des mangues, il y a des mangues, elles pourrissent même au sol. Et il n'y a pas que les mangues, il y a toutes les sortes de melons, d'agrumes, Mais oui, on avait mis de côté, étant donné qu'on a des enfants. Donc on s'est dit au cas où il faut qu'on rentre en urgence, qu'il faut qu'on... Moi, j'aimerais revenir sur la traversée en catamaran. Paradisiaque. Ouais, la traversée. Donc on s'est dit, oui, nous on a le pied marin, on a déjà pris le bateau, pas de soucis. Et en fait, on a galéré parce que personne ne voulait nous prendre avec nos enfants. Bon, déjà aussi parce qu'on a des vélos, un chariot, donc c'est beaucoup d'équipement pour des petits bateaux, quoi. Et en plus parce que c'était garanti qu'on allait avoir le mal de mer. Parce qu'en fait tu fais la traversée, c'est contre le vent, contre les vagues, et en fait c'est la Caraïbe, mais la Caraïbe violente avec des vagues énormes. Et puis oui, c'est 5 jours de traversée, donc après quelques heures de catamaran, du coup les enfants se lèvent, ils commencent à regarder au hublot, et puis il y en a un qui commence à vomir, du coup il faut le nettoyer, et puis le deuxième, puis ça recommence, et après du coup c'est toi-même, et une fois que t'es dedans, tu peux plus t'en sortir, c'est horrible. C'est comme d'être dans les attractions, le bateau de pirate, et tu peux pas descendre. Donc là j'ai vraiment regretté mes positions écolo sur on prend pas l'avion. Je dis pourquoi on est venu dans cette galère. Mais pareil, on a traversé des paysages paradisiaques, vraiment une lumière incroyable. Et puis c'est des petits îlots indigènes Kuna. C'est des îles du Panama, donc on s'arrêtait de temps en temps. Et c'est les indigènes Kuna qui ont fait leur révolution au début du XXe siècle, et qui ont réussi à arracher leur indépendance, au moins une autonomie sur ce territoire-là du Panama, qui est magnifique. Et voilà. Mais quand vous restiez quelque temps chez des habitants, dans ton livre, il est quand même indiqué que Daniel rendait des services, qu'il faisait de la maçonnerie, que toi tu faisais de la cuisine. Ah oui, quand on commence à rester trop longtemps, oui. Moi je cuisine, et en plus je me rends compte que ma cuisine, alors que c'est très exotique, ça plaît, donc j'aime ça. En plus c'est un plaisir concret, c'est chouette d'avoir ce savoir-là, de faire plaisir. Mais sinon globalement, quand c'est juste une nuit, on payait aussi avec des histoires en fait. On se rend compte que les gens, ils aiment ça aussi, qu'on les écoute, qu'on leur parle, qu'il y ait de l'échange. Et aussi pas forcément même ceux qui ont pas, ça les met aussi dans une position, ils sont contents aussi de pouvoir rendre service. La plupart des gens, c'est quand même valable partout. Si tu peux rendre service, t'es content, et sur presque rien, tu vois, laisser un petit bout de terrain pour camper ou donc vous étiez quand même relativement connu parce que vous avez été interviewé, ce qui a généré une publicité inattendue. Au Mexique, il y a un camionneur qui nous a filmé, qui a posté sur Facebook, et la vidéo a été virale. Et donc les gens nous arrêtaient, ils savaient, oui, toi tu es française, lui il est allemand. Et donc on a reçu plein de choses aussi, pareil, des fruits, de l'eau à manger, pour dormir à droite, à gauche, Du coup, c'est la 3e. Elle aussi, elle veut faire un vélo Mérica. Elle demande quand est-ce qu'on part en Alaska. Parce qu'elle entend beaucoup parler de l'histoire. Donc, il va falloir qu'on remette ça.
préparer son livre. Qu'est-ce que concernent les deux plus vieux du voyage? Ouais, c'est ça. En fait, les deux plus vieux, la grande était assez grande, donc elle a des souvenirs. Mais en fait, le petit, entre 1 an et 4 ans, donc lui, il n'a pas de mémoire des anecdotes de détails ou de noms ou d'endroits, mais par contre, ils ont une mémoire corporelle. Ça veut dire que là, ils sortent à n'importe quel temps. Enfin, eux, la météo, c'est pas un souci. S'il pleut, si. Ils sont très sociaux, ils sont très curieux, ils sont très à l'aise. Et la fraternité, sororité, c'est incroyable comme ils sont liés, en fait. Ça a vraiment développé, le frère et la sœur, ils sont très liés, ils sont très complices. Même si ils s'engueulent parfois, ils ont vraiment ça, ils ont une vraie connexion d'avoir vécu ça. Du coup, c'est moins directement palpable par des mots, mais c'est plutôt une manière d'être, en fait. Et puis l'espagnol aussi concret, ce serait ça, du coup. Ils ont gardé l'espagnol, du coup, ils le pratiquent pas, parce que c'est pareil, les enfants sont pragmatiques, s'ils n'en ont pas besoin, mais comme on parle toujours espagnol à la maison, en tout cas, nous, les adultes, ils le comprennent. Et voilà. Toujours. Et vous avez un petit peu attendu avant d'écrire, c'est-à-dire si l'idée est venue après, ça fait 4 ans du coup. C'est comme le voyage à vélo, je me suis un peu dit, allez, on y va. Et du coup, mais dès le retour, je me suis dit, allez, je vais écrire un livre. Je pensais pas que c'était une aventure aussi, c'est très long. Et j'étais contente de moi, non, j'avais la pression puisque j'étais enceinte. Et je me suis dit, non, après l'allaitement, les nuits, je pourrais plus écrire. Et du coup, j'ai écrit. Je connaissais pas le syndrome de la page blanche. Et puis j'ai fini d'écrire et bam, donc après j'ai accouché, je me suis dit c'est bon, j'ai fait le plus gros. Et en fait non, c'est un acte... il y a un premier élan créatif, mais après il faut repasser dessus, il faut relire, il faut réécrire, il faut relire et réécrire. Et comme on fait tout nous-mêmes, même le petit film, c'est moi qui suis pas du tout pro informatique, on fait avec ce qu'on a, donc j'ai mobilisé mon entourage qui est prof de français, qui est allergique aux fautes, qui sait, pour m'aider, donc ça a pris du temps pour le sortir, Et pas plus après, oui, avec la troisième, mais je me suis accrochée à cette idée, d'essayer d'aller jusqu'au bout de mes rêves, finalement, parce que c'est un peu ça notre philosophie, essayer de vivre maintenant, si ça se trouve, on ne sera plus là, essayer de faire tout ce que je peux faire, tester, quoi. À la base, je n'étais pas aventurée à me dire allez, je m'invente comme ça. Après, je dis allez, je m'invente écrivaine. Là, j'ai essayé de monter une version longue de l'aventure avec plus de rush qu'on avait. Mais du coup, cet été, ce sera projeté au festival du voyage lent dans le Larzac. Donc, au Quai Lart. Vous serez là. Peut-être. Ouais. Bon, on va te remercier parce que ton livre, ensuite d'être un livre d'aventure, c'est aussi un livre de témoignage de ce qui existe encore. Et puis on vous invite éventuellement à acheter le livre et à rejoindre Marilyn et son mari au Larzac. Voilà. En tous les cas, merci de cette belle séance. Merci.